Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission politique, le débat, la communication de nos leaders politiques quand les médias locaux se plaignent avec Monsieur Oumar Tchefi Mariko, animateur, journaliste, directeur de la radio Peace FM. Monsieur Mariko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir au regard de Sam et bienvenue également mes frères. Merci bien. Vraiment, merci beaucoup. Oui. Monsieur Aliou Amadou Sango, spécialiste de la communication des institutions, expert à la veille média à la direction générale de l'APEJ, l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Monsieur Sango, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert, c'est tout un plaisir et un honneur de vous retrouver. Merci pour l'invitation que vous m'offrez. Merci d'avoir accepté notre invitation, tout l'honneur nous revient. Monsieur Boubou Doucouré, expert en communication et relations publiques, écrivain, analyste politique, président de l'association Front Patriotique Les Républicains. Monsieur Doucouré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert et mes hommages à tous les hommes des médias. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Et monsieur Ousmane Dao, journaliste, directeur de publication du journal Midi Info, président du réseau des professionnels de l'information sur les questions de protection sociale au Mali et chargé de l'information de l'ACEP, l'association des éditeurs de presse écrite du Mali. Monsieur Dao, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Dissa et merci pour l'invitation. En tout cas, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation et de bien vouloir prendre part à ces débats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Mariko, comment comprenez-vous la sortie de nos hommes politiques, de nos leaders politiques dans les médias internationaux? S'agit-il alors d'une situation qui consiste à donner plus de couverture à leur communication, à leur publication, ou s'agit-il d'un problème de confiance entre eux et nos médias locaux? Moi, je résume le problème, cette question à trois choses. Il y a une question de crédibilité. Seulement que nos leaders politiques ne font pas confiance à nos médias locaux. Il y a un problème de crédibilité, mais il y a un problème de complexe d'infériorité qui est hyper important aujourd'hui avec nos leaders politiques. Et au-delà de tout, il y a un mépris. Il y a un mépris pour les médias locaux. Aujourd'hui, je pense que s'il doit y avoir une communication, ça doit commencer d'abord par le peuple. Et les journalistes de ton pays sont mieux indiqués pour véhiculer tes messages. Si aujourd'hui on va vers les médias internationaux, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que nous sommes incomplexés. Mais c'est des gens qui sont là, ils s'intéressent mieux à la communauté internationale qu'à leur peuple, c'est tout. D'accord. Voilà. Merci Monsieur Mariko. Monsieur Sango, quelle est votre lecture de cette situation? Merci. Moi je vais être un peu en déclinaison avec les propos que mon aîné a tenu. Je pense que c'est une question, ça découle d'une approche de stratégie. Parce que chaque homme politique a son approche en fonction des médias. Et il y a aussi un développement de stature. Il y a des hommes politiques qui ont des stratégies de communication qui souhaitent quelquefois avoir un message dont les cibles sont généralement les médias internationaux. Exemple de ce type de message. Je vous donne un exemple simple. Il y a Jeune Afrique qui est aujourd'hui, si vous permettez de le citer, un journal continental qui est reconnu depuis plusieurs décennies. Donc il y a des hommes politiques qui ont des stratégies de communication, qui veulent développer une certaine stature d'homme d'État ou d'homme politique à dimension internationale et qui ont un message. Ce message a une cible qu'elle doit atteindre, je m'excuse du terme. Donc ce message a une cible. Et le cible ne peut être atteint que par des gens qui lisent Jeune Afrique. Donc cette dimension ne peut être développée et cet objectif ne peut être atteint qu'en passant par le canal de communication qui est Jeune Afrique. Je ne pense pas que c'est tout à fait chaque fois un complexe ou bien un manque de confiance à la presse locale, mais c'est plutôt, moi je le base sur le fait que ça découle d'une stratégie de communication. D'accord. Voilà. D'accord, merci Monsieur Sango. Monsieur Doucouré. Oui,
Merci. Bon, pour moi, bon, techniquement, déjà, on peut assigner à des objectifs, hein, un problème d'objectif, de visibilité, de ciblage. On va sur les médias internationaux comme Jeune Afrique, quand on veut s'adresser à une cible particulière. Ça, c'est techniquement. Mais il ne faudrait pas aussi occulter le fait que le manque de confiance est vraiment réel parce que déjà, le professionnalisme de nos hommes de médias et l'organisation même de l'environnement médiatique n'est pas très assainie au Mali, nous le savons tous. Et deuxièmement, la situation politique même et la situation sociopolitique en général fait que au Mali, vous avez deux types d'hommes de médias. Vous avez ceux qui sont pro-gouvernementaux, vous avez d'autres qui sont contre le gouvernement. Et cela est extrêmement, extrêmement dangereux. Donc, ça fait que les médias ne sont pas forcément crédibles. Rares sont les médias qui arrivent à avoir une ligne. Il y en a beaucoup qui arrivent à avoir une ligne. Et même si les hommes de médias ont cette volonté, mais il y a des lignes éditoriales qui existent au niveau des différentes rédactions. Cela est une chose. La deuxième chose aussi, c'est que, vous savez, il faudrait que nos hommes politiques comprennent qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de plus que ça, de plus que les médias. Les hommes de médias ne sont que des relais. Les visions des hommes politiques, les visions de nos leaders politiques doivent s'adresser au peuple malien. D'abord directement, parce que la première des communications, c'est la communication interpersonnelle. C'est arriver à parler au peuple, échanger avec le peuple. Et maintenant, les hommes des médias ne seront là que pour accélérer tout ça, pour lui donner une plus grande importance. Voilà les véritables enjeux qu'il faut prendre en ligne de compte. Mais quand on regarde aussi ces médias internationaux, vous savez, ces médias dont on parle, Jeune Afrique, France 24, RFI, qu'on le veuille ou non, ils font partie quelque part du groupe France Média Monde, qui sont des médias d'État, qui, contrairement à nos médias, qui font dans l'information et dans la désinformation, et font dans la désinformation et dans la communication. C'est-à-dire, ils visent un changement de comportement. Ils visent à percuter sur l'esprit de nous, Africains, en se donnant une certaine crédibilité et en permettant maintenant de pouvoir contrôler quelque peu l'information autour de ce qui se passe autour de nous. Donc il faut aussi saluer l'arrivée des réseaux sociaux, mais encore une fois, il faudrait que aussi ce puisse être dans un cadre assez réglementé aussi. Voilà, il y a plusieurs enjeux, mais la première des choses qu'il faudrait retenir de ça, c'est que le secteur des médias a besoin d'une véritable réglementation au Mali. D'abord, et c'est cette réglementation qui lui permettra de pouvoir grandir en crédibilité. D'accord, nous aurons certainement l'occasion de parler de ce dont les médias locaux ont besoin. Monsieur Daola, parlons-nous d'une question de stratégie ou d'un problème de confiance à chaque fois que nos leaders politiques sortent dans les médias internationaux? Je pense qu'il faut faire la part des choses. Alors, parlant des médias internationaux, des médias locaux, je vois tout de suite le principe de complémentarité. Vous savez, il l'a dit, ils l'ont dit, lorsqu'on veut communiquer, effectivement, on le fait sur la base d'un objectif, effectivement, à atteindre. Il est évident que nos médias locaux, effectivement, n'ont pas un champ, effectivement, de diffusion assez important. Donc nous l'avons déjà de par les noms, effectivement, on se rend compte qu'il y a des limites. Alors je pense sincèrement que quand nous prenons par exemple le cas particulier du Mali, il y a des enjeux qui sont en cours au Mali, effectivement, qui ont des implications avec l'international. Donc je ne vois pas forcément d'un mauvais nez que souvent nos chefs d'État, effectivement, utilisent ces médias internationaux pour s'exprimer. Maintenant, peut-être la question de fond, c'est ce qu'ils disent dans ces médias internationaux. Maintenant, il est vrai que dans nos médias locaux, il y a suffisamment de problèmes, notamment au niveau privé, parce que quand on pense que les médias locaux, effectivement, sont peut-être méprisés, ce n'est pas évident. Les médias d'État, par exemple, sont avec nos chefs d'État pratiquement dans toutes leurs missions. Peut-être il faut spécifier en disant que
peut-être les médias privés ne sont pas suffisamment impliqués. Régulièrement, je suis le chargé de l'information de l'ACEP. Nous avons régulièrement décrié cela. Je pense que il y a lieu effectivement d'améliorer, en tout cas, l'implication des médias de manière générale, notamment les médias privés, par rapport aux activités de nos chefs d'État. Alors, sinon que je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit un manque de confiance, c'est juste une question de portée du message. Et c'est clair que... Justement, parlant de portée du message, vous parliez tantôt du champ de diffusion assez important, oui, que n'ont pas les médias locaux. Oui. Alors, à qui ils s'adressent nos leaders politiques? Vous savez, quand on parle de médias internationaux, évidemment, nous ne nous mettons pas en marge en tant que médias nationaux. Moi, je pense bien que les médias internationaux sont supposés être un peu partout. Je prends un exemple récent, c'est l'interview que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a accordé à Jeune Afrique. Écoutez, Jeune Afrique n'est pas établi au Mali, mais c'est un journal qui est lié au Mali. Vous avez en tout cas suivi tous les tollés effectivement qui en a découlé. Donc c'est la preuve effectivement que les médias à part des médias internationaux, on peut même atteindre effectivement en tout cas une cible au niveau national. Maintenant, peut-être si on veut aller au-delà des frontières nationales, évidemment que, par exemple, moi je suis le directeur de publication du journal Midi Info. Midi Info n'est pas lu en France. Hein? Donc je pense sincèrement que, comme ils l'ont dit, c'est une question d'objectif. Et c'est en fonction de l'objectif effectivement qu'on a fait une stratégie et qui souvent peut amener effectivement à utiliser ces médias internationaux. Mais il est clair que les problèmes aujourd'hui qui sont dans nos médias locaux doivent être pris en compte sérieusement par nos chefs d'État. Ils doivent figurer dans leur vision de construction nationale. D'accord, merci M. Dao. M. Sango, vous parliez tantôt de questions de stratégie. Oui. Et quand M. Dao parle de champ de diffusion assez important, parlant des médias internationaux, si nous devons partir du principe que c'est à nos peuples que nos dirigeants ou nos leaders politiques s'adressent. Par exemple, prenez Jeune Afrique, il l'avait dit, prenez tous les autres médias internationaux. Quand on regarde d'abord dans quelle langue, en fait, ces médias internationaux sont faits, quand on doit regarder aussi le niveau de culture générale, en fait, qu'ont nos populations par rapport à ces langues dans lesquelles ces médias internationaux s'expriment, est-ce qu'on peut dire que nous atteignons quand même une large couverture malgré tout? Non, en fait, nous n'atteignons pas une large couverture. Mais je voudrais préciser quand même certaines choses qu'il est bien de savoir. C'est qu'il faut savoir faire la part des choses entre ce que c'est que l'information et ce que c'est que la communication. Tant que vous n'êtes pas arrivé à faire la dimension et la limite objectivement affichée entre ces deux entités, vous ne pouvez pas comprendre comment ça se passe. En fait, l'information se résume à tout simplement telle chose s'est passée à tel endroit, telle personne était là-bas. La stratégie, la communication, c'est lorsque j'organise une action en direction d'une personne. Et ça, en direction d'une personne, il y a un moyen particulier qui me permet d'atteindre cette personne. Je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi que le berger qui est à Douanza ne lit pas Jeune Afrique. Mais le chef d'entreprise qui prend Air France trouvera Jeune Afrique dans son fauteuil. Et c'est à cette personne que ce message est adressé. C'est cette qualité de personne, cette classe de personnes qui doivent lire les messages qui sont figurés dans ces genres de journaux. Est-ce que vous comprenez? Donc pour moi, ce n'est pas, comment on appelle ça, une sanction dédiée à la presse locale, mais c'est une question d'objectivité qui découle d'une stratégie. Ça, c'est un point. Un autre point, je suis d'accord avec Dao quand il dit que d'une certaine manière, la presse locale n'est pas préparée à avoir ce genre d'envergure. Et notamment la presse privée. Notamment la presse privée. Parce que je me dis, simplement, si moi... nous devons prendre, par exemple, l'exemple chez nous, au niveau de la presse publique, par exemple, au niveau de l'essor, par exemple. Oui. Mais si nous devons aussi parler d'un autre organe, je ne vais pas peut-être citer leur nom, d'autres organes, au niveau de la presse écrite, mais qui sont partout au Mali,
qui battent en termes de lecture, par exemple Jeune Afrique, qui sont dans tous les bureaux. Mais je voudrais simplement... Comment penser alors que Jeune Afrique peut servir mieux que ces journaux, par exemple? Je suis d'accord avec vous. J'allais en venir en consolidant l'analyse de mon grand frère. Je dis l'État a un rôle d'abord de régulation, de régulateur du secteur. Mais l'État aussi a un rôle d'accompagner et de préparer la presse privée notamment. De la même manière que la presse publique a joué le rôle. On ne peut pas dire à chaque fois que la presse privée n'est pas préparée, ils n'ont pas l'audience qu'il faut pour véhiculer tel ou tel message. Mais c'est le rôle de qui? Ce n'est pas parce que moi je suis allé à l'école pour faire l'école de journalisme, je me crée un journal et puis l'État doit m'accompagner en me formant. Parce que si vous formez les citoyens à savoir quel est son rôle, quelles sont ses limites, vous le formez aussi afin que vous n'ayez pas à prendre des sanctions contre lui. Donc, quelque part, notre gouvernement ou bien nos pouvoirs publics doivent se rappeler qu'ils ont le rôle aussi à préparer la presse privée, notamment en les formant, notamment en les dotant des moyens conséquents, parce qu'un journaliste comme Daou ne peut pas se déplacer de Bamako à Douaza lorsqu'il y a par exemple une crise. Je vais vous donner un exemple qui prouve que notre presse locale, privée, n'est pas préparée. La dernière attaque meurtrière qui a eu à Soban, la presse privée locale a pris l'information sur France 24. Justement, nous aurons l'occasion de parler justement de cet état de fait. Juste le temps pour moi de passer la parole à M. Marico. Nous allons vraiment revenir à ce point-là qui est très très important dans cette affaire-là. M. Marico, alors à en croire M. Sango, il y a donc une question de message. Alors, y a-t-il des messages qu'un leader doit avoir avec le monde et qu'il ne doit pas avoir vis-à-vis de son peuple? De ça, je suis très triste. Je suis très triste de l'analyse de mes frères, que je ne partage pas du tout. Aujourd'hui, tu prends l'exemple sur le Mali. Je viens de citer un exemple. Ces presses aujourd'hui, ces médias internationaux, se renseignent à partir de qui? À partir des Maliens. C'est à partir des Maliens. C'est les Maliens qui informent ces médias internationaux. Et ces médias internationaux aujourd'hui, prenons le cas de l'exemple sur les RFI. Tu verras le journal maintenant en langue nationale. Avant, c'était le journal en français facile. Aujourd'hui, c'est le journal en langue nationale. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Pour toucher le maximum de Maliens. Mais ils ont des objectifs précis hein, comme vous l'avez si bien dit. Ils ont des choses à gagner au Mali. Et notre combat aujourd'hui pour nos chefs d'État, nos leaders politiques, c'est d'imposer leur vision à leur peuple. Et cela ne peut pas se faire sans les journalistes de ton peuple, du peuple. C'est avec les journalistes du peuple que nous allons informer, sensibiliser tout le monde. Et ça doit commencer d'abord par les journalistes. Aujourd'hui, il faut voir. Et prenons l'exemple sur le régime de Moussa. Et je viens seulement au temps de Moussa. Au temps de Moussa, pratiquement tous les anciens présidents de l'Afrique, leur communication, c'était dans les télés nationales. Tout se faisait sur le plan national. On s'en foutait de RFI. Quand une information filait vers le RFI, c'était par erreur. Mais tout était focalisé sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs presses aujourd'hui. Il y a la presse écrite, il y a la presse orale. Et avec ces multitudes de radios, des journaux, on arrive à faire un recours. Tu n'es pas capable, au moins aujourd'hui, un journal comme Écho du Mali, un journal très respecté, très ancien. Les mouvements démocratiques sont partis avec ces journaux-là, qui sont lus par tous les Maliens, qui nous ont informés, qui nous ont cultivés à la révolution. Aujourd'hui, avec tous ces journaux, on préfère aller communiquer avec Jeune Afrique. C'est là-bas qu'Ibeka, le président, malheureusement, qui va aller répondre d'autres politiciens. Prenons le cas seulement de la campagne présidentielle. Je ne vais pas le louer. Soumaïla, qui était l'adversaire de Ibeka, qui menait la communication de Soumaïla. C'est un Mediapart. Mediapart n'est pas malien. Qui menait la campagne de Ibeka?
C'est un vaudou. Vaudou n'est pas malien. Mais tu ne verras jamais un président sénégalais ou ivoirien pendant la campagne présidentielle qui va faire un recours à un journaliste malien. C'est faux. Tu ne le verras jamais. Jamais. C'est à nous maintenant, à nos chefs d'État, de mettre un peu de valeur à ce que nous faisons ici au Mali. Il n'y a pas de formation. Les journalistes maliens ne sont pas formés. L'aide à la presse aujourd'hui, quand tu regardes les pays limitrophes du Mali, les pays voisins du Mali, l'aide qu'on attribue à ces journaux, à ces radios, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Il est temps qu'on décrit ce qui se passe. Mais il ne faut pas qu'on continue à se dire que c'est normal. Il n'y a rien de normal. C'est anormal. Ce qui se passe aujourd'hui. France Inter, Jeune Afrique ne doit pas avoir l'exclusivité des interviews aujourd'hui. Dis ça. C'est facile pour un gars, un journaliste qui travaille dans Jeune Afrique, d'avoir des interviews avec Ibeka. Aujourd'hui, moi, Ousmane, mon frère, Boubou et toi, mettons-nous, nous sommes 5 déjà. Allons voir le président et demander une interview. Wallahi billahi, on n'aura pas. Il ne faut pas qu'on continue à cacher la face. Il ne faut pas qu'on continue à se leurrer. Il y a un mépris. Il y a un mépris. D'accord, merci. Il y a un mépris. Merci, monsieur Mariko, monsieur Doucouré. Alors, question de message, question de stratégie. Alors, quand nous essayons de voir à combien nous reviennent ces médias internationaux, c'est quand même beaucoup d'argent. Est-ce que quelque part, une combinaison de nos médias locaux ne peut pas atteindre le même objectif que l'objectif qu'un seul média international pourrait atteindre, par exemple? Si, bien sûr, mais permettez-moi juste de rebondir très rapidement sur 2-3 choses qui ont été échangées et sur lesquelles je n'ai pas eu le plaisir de rebondir. Pour moi, il faut que les hommes politiques comprennent qu'un message ne doit pas changer. Un message de non-politique, si c'est soutenu par une vision, si c'est soutenu par un véritable projet de société, ne doit pas changer. Mais la forme du message peut changer en fonction de la cible, ou encore décider de passer par un support que par un autre pour une cible bien déterminée. Ça, je peux le concevoir. Mais un homme politique qui chante de message, je pense que cela est dangereux et que ce doit être l'un des premiers indicateurs déjà, à savoir que c'est un homme politique qui n'a aucune stabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est que au-delà, ce n'est pas une question d'audience. Pourquoi je dis que ce n'est pas une question d'audience? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, l'ORTM est l'une des chaînes qui a la plus grande audience, autant au niveau national qu'auprès de la diaspora. Mais au niveau crédibilité, cela laisse beaucoup à désirer. Cela laisse à désirer parce que il faut dire les choses comme elles sont. Nous avons beaucoup de rétention d'informations, il y a beaucoup de choix de part et d'autre, il y a un certain nombre de choses qui sont décriées, non seulement par les hommes de médias, mais par la population elle-même, qui font que ce média d'État est en train de se décrédibiliser de plus en plus. Alors qu'en réalité, comme il le disait Mariko, les médias d'État, c'est sur ces chaînes-là que nous avons l'habitude d'apprendre les grandes choses qui arrivent à la nation. Sincèrement, avec un Bazoumana qui joue, nous on se rappelle encore de ces choses-là. La deuxième des choses aussi, c'est que ce n'est pas aussi uniquement une question de crédibilité. Parce que l'Indépendant est un magazine privé, je crois, mais qui est très crédible, à ce que je sache, qui a une bonne ligne, qui respecte sa ligne, mais qui aussi peine à pouvoir bénéficier de ce genre d'opportunités vis-à-vis de nos hommes politiques. Ce n'est pas non plus les deux, hein, parce que Africable aussi, c'est beaucoup d'audience, c'est beaucoup de crédibilité. Donc je pense qu'en réalité, c'est une question de vision, tout simplement. C'est une question de vision parce que tout simplement, dans le secteur, il n'existe pas une charte qui permette à tout le monde de connaître ses limites, de pouvoir exécuter professionnellement dans un cadre juridique, dans un cadre légal bien déterminé, qui permettent de pouvoir soutenir un certain essor. Ce n'est pas possible parce que c'est l'anarchie totale. S'improvise journaliste qui veut, s'improviste activiste qu'il veut. Bon, je suis d'ailleurs content que l'État commence à prendre un peu ses responsabilités par rapport à ces choses-là. Mais donc je pense que c'est beaucoup plus une question de cadre, d'environnement, d'écosystème en général, que seulement d'audience ou de toute autre chose. Et sociologiquement aussi, il faut que nos hommes
nos hommes politiques le comprennent, c'est que, j'ai l'habitude de le dire, au Mali, il y a une seule constance depuis la crise de 2012. C'est que les Maliens ont toujours rejeté avec la dernière rigueur toutes les décisions qui leur ont semblé être parachutées de dehors ou toutes les décisions auxquelles ils n'ont pas été associés. Donc ces grandes décisions, parfois, je ne parle pas de la réponse ou du clin d'œil que le chef de l'État a fait à son jeune frère. Bon, pour moi, c'est des petits clins d'œil, c'est rien du tout. Mais ça dénote un peu aussi de toute l'ampleur que ces choses-là peuvent revêtir. Donc il est important que, justement, au cours de ce dialogue inclusif qui est en cours, que les hommes de médias, que le secteur des médias aussi puissent en prendre la mesure, puissent aussi rentrer en conclave pour pouvoir sortir avec une nouvelle charte organique pour réguler justement le secteur des médias, pour pouvoir permettre aux professionnels de profiter à part égale, qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit de la majorité, mais à mettre en place des garde-fous et à permettre à tout le monde de pouvoir profiter de ces choses-là. Parce que tant qu'il n'y aura pas cette synergie, il sera difficile pour justement tous les médias de suivre la même ligne comme ce qu'aujourd'hui nous le souhaitons, l'union sacrée. Parce qu'entre-temps, il faut aussi arriver à tenir la boîte. Il faut arriver à payer ses salaires, il faut arriver à faire tourner les machines. Et tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. D'accord, merci M. Dougouré, M. Dao. M. Mariko parlait quand même d'une situation. Et vous, en tant que chargé de l'information au niveau de l'ACEP, l'association des éditeurs de presse écrite du Mali, est-ce que vous partagez par exemple son point de vue lorsqu'il parle alors, de la fluidité, de la facilité pour ces médias internationaux de décrocher des rendez-vous avec nos hommes politiques importants, avec nos leaders politiques, que les journalistes nationaux? Si vous partagez ce point de vue-là, quelle interprétation en faites-vous? Très bien. Avant de répondre à cette question, permettez que je rectifie. Monsieur Boubou, en fait, les médias au Mali n'évoluent pas dans un vide juridique. Il y a une loi spéciale régissant la presse. Peut-être nous pourrions dire que cette loi-là, au regard un peu des évolutions, doit être relue. Peut-être, oui. Au moment où cette loi est effectivement entrée en vigueur, je crois qu'il y a un sous-secteur des médias qui est la presse en ligne, qui n'avait pas suffisamment encore vu le jour. Donc aujourd'hui, seule la presse en ligne et peut-être les réseaux sociaux qui n'ont pas de réglementation. Je crois que actuellement, il y a des tractations qui sont en cours pour que ce soit le cas. Donc, les médias, effectivement, n'évoluent pas dans un vide juridique. Alors, je voudrais également peut-être mettre le grand frère à l'aise. On n'est pas dans une logique à dire que il faut faire une préférence des médias internationaux au détriment des médias. Nous ne saurions le dire. Nous sommes des médias locaux. Hein, le dire, effectivement, c'est nous condamner nous-mêmes. On ne le dira pas. Maintenant, on dit simplement que c'est-à-dire qu'il y a un principe de complémentarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enjeux, effectivement, je le rappelle pédagogiquement, qui sont en train d'être joués au Mali, ont une dimension internationale. Quand le gouvernement malien, par exemple, se fait représenter aux Nations Unies pour, par exemple, dans le cadre du renouvellement du mandat de la MINUSMA, ce n'est pas directement pour parler avec des Maliens, c'est pour parler avec des partenaires du Mali. On sait aujourd'hui qu'il y a des forces internationales, ou du moins il y a des partenaires internationaux qui sont au Mali, avec lesquels il y a besoin effectivement de discuter. Donc je pense que, par moment, utiliser les médias internationaux, par principe, n'est pas un problème. Maintenant, le problème, c'est quoi? Effectivement, je l'avais rappelé. Ici, au niveau local, il y a des situations qui sont vraiment déplorables. C'est là que je vais peut-être répondre à votre question. Il est vrai que régulièrement, nous avons interpellé du fait que nous ne sommes pas suffisamment associés à certaines activités où on doit normalement être. Il est vrai que il y a très peu de cadres formels qui permettent effectivement de discuter, par exemple, avec les chefs d'État. Je sais qu'avant
l'arrivée, permettez-moi de parler un peu du contexte malien, c'est ce contexte-là qu'on maîtrise le plus. Alors, avant l'arrivée du président Ibrahim Boy, je sais qu'il a eu des prédécesseurs, effectivement, qui avaient créé des espaces d'échange avec la presse. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est seulement, effectivement, à l'occasion des cérémonies de présentation de vœux de fin d'année que nous voyons le président de la République. Nous voyons dans les démocraties très très avancées des cadres réguliers d'échange avec les journalistes. Parce qu'on ne peut pas parler de démocratie sans prendre en compte suffisamment les médias. Ce n'est pas possible. C'est vraiment l'erreur. Donc nous pensons qu'effectivement aujourd'hui, il y a une très faible prise en compte des médias privés. Il a dit peut-être que nous allons... Sauf que vous allez me permettre, M. Dao. En fait, ma question c'était quoi? Ma question n'est pas relative qu'au seul président de la République, mais de tous les grands leaders politiques, mais de tous les hommes d'affaires importants de ces pays-là, même des artistes importants de ces pays-là. Est-ce qu'il n'est pas plus facile pour ces médias internationaux d'avoir plus de facilité de rendez-vous, par exemple, avec eux, que par vous, les journalistes de ce pays? Voilà. C'est ça ma question. Bon, je ne saurais le dire avec évidence. Par exemple, M. Dao, avez-vous cherché à interviewer le président de la République vous-même? Je n'ai jamais cherché à interviewer le président. Avez-vous cherché à interviewer des ministres? Des ministres, oui, j'en ai rencontré. Et comment ça a été? Des ministres, en fait, vous savez, décrocher un rendez-vous, on parlait de stratégie tout à l'heure, c'est aussi une question de stratégie. Alors, il est clair que les journalistes ont des carnets d'adresses. Alors, les journalistes ont des affinités avec des hommes politiques souvent avant qu'ils ne deviennent ministres. Donc, évidemment, si j'ai un ami qui est homme politique, qui devient ministre, il est beaucoup plus facile pour moi, effectivement, de le voir que quelqu'un d'autre qu'il ne connaissait pas peut-être auparavant. Est-ce que cette situation est normale, M. Dao? Oui, mais vous savez, il y a une manière de faire. Il y a une manière tout à l'heure de parler de formation. Parler de formation, c'est un défi majeur actuellement, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Si on se dit la vérité, probablement on va aboutir à la solution. Il y a un sérieux problème de formation. Je ne suis pas en train de donner nos responsables, ou du moins ceux qui sont chargés effectivement au niveau public de résoudre ces questions-là. Il y a des manières de faire, parce que le journalisme c'est aussi un métier. Donc il y a des manières de faire effectivement qu'on apprend dans le cadre de la formation et qui souvent en les utilisant effectivement ça nous permet effectivement d'atteindre nos objectifs. Et malheureusement aujourd'hui, ces manières de faire sont assez absentes. Donc c'est pourquoi nous faisons aujourd'hui de la formation, en tout cas, un de nos objectifs clés. Je suis sûr et certain que nous ne terminerons pas cette émission avant de parler de ce dont la presse locale a besoin. Oui. Donc on aura vraiment ces temps-là, sauf Monsieur Sango, vous parliez d'une histoire, vous parliez de Sobanou et vous parliez du fait que les médias internationaux avaient les informations et que c'était plutôt auprès des médias internationaux que la presse locale s'informait. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Bon, moi je voudrais quand même revenir, si vous voulez, je vais revenir sur ça. Je vais répondre à votre question, mais je voulais rebondir un peu sur certaines interventions de Dao. Pour la question de Soban, je veux dire que c'est une question d'organisation. Parce que dans notre culture, quand par exemple le grand frère veut prendre la moto pour sortir, je dis les motos binadou. Qu'est-ce que nous on dit dans notre culture? Kanafo, adnitefo. Dans notre culture, non, kananifo. Alors que en matière de communication, toutes les hypothèses sont prévues. Toutes les probabilités sont prévues. Il y a une direction de l'information au niveau de l'état-major. Je ne sais pas comment on appelle ça, dire pas. Toutes les hypothèses doivent être prévues. Quand il y a l'attaque, qui est-ce qu'il faut appeler? Est-ce qu'il faut interdire au gouverneur les sources locales, les autorités locales? Parce que comme le grand frère l'a dit, RFI, France 24, ils prennent les informations sur les Maliens et dans les sources locales et très généralement avec les autorités locales.
c'est parce qu'ils ont prévu que dans ces endroits-là, il peut y avoir telle situation comme ça. Et que s'il y a cette situation, c'est Robert que j'appelle. Parce que je sais que Robert, il est autochtone, il est présent. C'est eux qu'ils appellent. Et immédiatement, ils ont des bilans, supposés ou réels. Parce que les officines, les médias internationaux aussi, sont des officines qui fabriquent l'opinion. Parce qu'il y a des enjeux géostratégiques qui disent que bon, s'il y a attentat ici, ne dites pas ça, dites ça. Et justement... Je reviens. Donc, il faudrait que les services d'information aussi de l'armée puissent aussi avoir un fichier de presse. Un fichier de presse, c'est quoi? C'est que tous les journaux locaux qui sont... Parce que, comme je l'ai dit, si vous vous prenez au sérieux, on vous prendra au sérieux. C'est pas pour rien qu'on dit que l'Indépendant est un journal sérieux parce qu'ils font du sérieux. Je ne les défends pas. Tous les journaux qui, supposés, font du sérieux doivent être fichés au niveau des services des informations de l'armée. Et qu'on interdise aux sources locales de donner des informations s'il y a des trucs. La première information, même la presse internationale doit prendre des informations avec la presse locale. Justement, et non le contraire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Justement, parlant de cela, il faut qu'on gagne du temps, M. Sango. Je reviens. Ok, allez-y vite. Voilà, je vais en finir avec cette histoire de Soban. Maintenant, par rapport aux interventions du grand frère, par rapport à la presse locale, vous savez, chaque président ou chaque homme politique a son approche avec la presse. Je vous prends un exemple sur un chef d'État. Il y a des présidents qui pensent que le président doit présider, le gouvernement gouverne. Ils parlent rarement, parce que la parole présidentielle a un poids. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils parlent rarement. Pour le cas du Mali, je ne vais pas critiquer sans donner de solution. Pour le cas du Mali, c'est un problème d'organisation. Parce que le décret qui organise la présidence de la République dispose qu'il y a une cellule qui gère la communication de la présidence. Il y a un conseiller technique qui est directeur de la cellule qui conseille la présidence de la République, pas le président de la République. Parce qu'il faut faire la différence entre le cabinet du chef de l'État et la présidence de la République. Donc le président de la République n'a pas un conseiller en communication. Par exemple, moi je suis le conseiller en communication du président de la République, membre du cabinet du président de la République. Si un journaliste veut interviewer le président, il m'envoie les questionnaires. Je vois les questions que le président doit répondre, ceux qui doivent donner les réponses, les répondre. Si dans les aléas du direct, le président prononce des mots qu'il ne doit pas prononcer, je m'engage à ce que ça ne soit pas transcrit. Je viens. Non, mais M. Sango, il y a une seconde, j'en finis tout de suite. Okay. Une finie. Parce que ça revient tout le temps avec le problème de Jeune Afrique. Moi, je ne suis pas sûr que le président ait dit les propos dans les dispositions dans lesquelles Jeune Afrique l'a transcrit. Je ne peux pas le garantir. Parce que c'est des officines qui fabriquent l'opinion. Est-ce que vous comprenez? Je me dis que si le président de la République avait un conseiller en communication qui valide, qui accrédite Jeune Afrique auprès du président de la République, qui autorise que le président de la République l'interviewe, qui autorise aussi le protocole d'interview, je suis sûr et certain que la bavure de communication qui a eu lieu n'aurait pas eu lieu. D'accord. Rapidement, une question toujours à vous. En fait, est-ce que cette mauvaise organisation dans la communication, elle est propre seulement au président de la République? Est-ce que quelque part, nous ne pouvons pas dire que nos hommes politiques, nos leaders politiques ont ce problème, ces déficits dans l'organisation de leur communication? Globalement, nos leaders politiques aussi ont un complexe pour les talents locaux. Ça, je vous l'ai dit. Un complexe pour les talents locaux. C'est-à-dire, le grand frère l'a dit. Au Sénégal, on n'appelle pas Vaudou pour faire la communication du président de la République. Ce sont des Sénégalais qui gèrent. Donc nos leaders locaux ont un complexe souvent, je l'ai dit et je l'assume, ont un complexe pour le talent extérieur. Quand ils prennent les CV, ils voient Oxford, machin, tout ça là. Alors que nous avons appris sur le tard. Nous connaissions sociologiquement, psychologiquement, le message que notre population veut entendre. Et ces gens-là, ils font des études de prospection, pas des personnes qui ne connaissent pas les réalités de nos populations. D'accord. Merci, Monsieur Sango. Monsieur Mariko, alors, si nous devons toujours suivre M. Sango, il parlait quand même d'une situation dans les médias d'État et dans les médias internationaux. Vous parlez quoi de propagande? Quelle était l'expression utilisée là tout à l'heure là? Je parlais de fabrique d'opinion. Justement. C'est des officines qui fabriquent l'opinion. Voilà, il faut un message
qui vous permet de réagir exactement. Ça veut dire que si je viens, je dis je vais gifler Omar, je le gifle, je sais ce qu'il va dire. C'est les gens qui fabriquent l'opinion. Voilà, merci, quand ils font le message, ils savent comment vous allez réagir. Merci de m'avoir passé l'expression. Ok. Monsieur Marico, des gens qui fabriquent l'opinion, mais à qui quand même on accorde plus de crédit que notre presse locale quand même. Y a-t-il pas un sérieux problème qui va même au-delà du rapport presse-homme politique? Est-ce que ce n'est même pas un problème tout simplement entre presse locale et population locale finalement? Et de ça, je prends un exemple pour dire que ce que Sango vient de dire, je valide ça 100%. Prends le cas de l'assassinat de Kadhafi. Tu écoutes les médias internationaux, ils ne parlent jamais d'assassinat. Ils ne parlent jamais d'assassinat. Et pourtant, Kadhafi a été assassiné. Ils ont un système, c'est une façon de marquer un peu la compréhension. Parce qu'ils savent à qui s'adresser. Et nos chefs d'État, ce qui me fait mal, raison pour laquelle j'ai dit les leaders politiques doivent commencer d'abord à communiquer avec leur propre peuple. Parce que c'est là-bas qu'ils gèrent, c'est là-bas qu'ils gouvernent. Quand tu n'es pas compris par ta base, il y a tout le temps des problèmes. Il y a tout le temps des problèmes. Aujourd'hui, les médias locaux peuvent faire beaucoup de choses. Mais il y a un mépris. Moi, je vois le problème dans un sens, c'est le mépris. Parce qu'on ne fait plus confiance. Mais il y a un problème également à souligner. Ce n'est pas seulement les responsables, les leaders politiques. Nous avons une part de responsabilité dans cette histoire. C'est Ousmane ou bien c'est Boubou qui l'a si bien dit. Il y a des presses pro-présidentielles. Il y a des presses pro-l'opposition. Voilà. Tu vois, regarde, c'est pas normal. Parce qu'un bon journaliste ne soutient pas. Un bon journaliste ne dénigre pas. Tu dois pouvoir faire une expertise et ensuite maintenant donner l'analyse au peuple malien, informer ton peuple. Les auditeurs ont juste besoin de ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les journalistes maliens, je prends l'exemple, comme Daoula si bien dit, moi je me sens mieux dans la posture de Maliens, parce que je travaille ici. Ça me fait 26 ans que je suis dans ce milieu. Pourquoi ces hommes politiques, ces leaders ne nous prennent pas aujourd'hui? Parce qu'ils savent notre limite. Ils savent notre limite. Et notre limite, c'est... Notre limite, c'est quoi? À bas de moi, aujourd'hui, on refuse d'aller à l'école de l'excellence. On est obligé de prendre de l'argent. Avec 500 000, on dit, je vais aller soigner l'image de telle personne. En fait, c'est dommage. C'est dommage. Il a posé quel acte pour parler de soigner l'image de ce dernier? On a besoin des actes. Mais il faut se dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'éthique, de professionnalisme. Tout est devenu maintenant question de clientélisme. On ne voit que l'argent. On ne voit que l'argent. Et moi, je suis dans ce lot. Je suis dans ce lot. On ne voit que l'argent. D'accord. Merci. Voilà. Merci, on voit de l'argent. Merci, monsieur Marico. Monsieur Doucouré. Oui. Alors, nous partons toujours de la thèse de monsieur Sango, oui, qui traite les médias internationaux, en tout cas certains, de fabriques d'opinion. Si nous savons que chez nous, ils fabriquent des opinions, nous devons partir du principe qu'ailleurs aussi, ils fabriquent des opinions. Est-ce que finalement, même pour avoir l'information à l'international, ne serait-il pas mieux au jour d'aujourd'hui, alors de faire plutôt confiance aux groupes de médias locaux que nous avons dans tous les pays et qui sont presque tous sur Internet? Bref, qu'avons-nous c'est-à-dire des particuliers à trouver encore sur ces médias internationaux que nos presses locales partout en Afrique ne peuvent pas nous donner? Bon, en tout cas, pour moi, de mon point de vue, je fais beaucoup plus confiance à ce que je connais, à ce que j'ai sous la main, ce qui est local. La preuve, c'est que, au regard de tous les derniers événements qui viennent de se passer,
malgré tout ce que les médias internationaux ont dit, nous, on n'y a jamais prêté attention, hein, parce que nous avons toujours fait nos propres pronostics, nous avons fait nos propres alertes, nous avons mis en garde contre un certain nombre de choses, tout simplement parce que nous avons compris qu'il faut aller vers l'information. Nous ne sommes pas des journalistes, mais aujourd'hui, dans un pays en crise, la gestion de l'information est capitale. Donc nous avons nos propres relais qui nous font remonter l'information. Mais aussi, encore une fois, nous ne sommes pas des journalistes. Cette information, nous la partageons avec qui de droit. Les informations que nous devons partager avec les autorités, nous les partageons avec elles. Les informations que nous devons partager avec les médias, nous les partageons avec elles. Les informations que nous devons partager avec X ou Y. Mais moi, du point de vue des médias internationaux, pour rebondir sur ce qu'ils disaient, j'aime toujours prendre l'exemple de mon pays, parce qu'aujourd'hui, je pense que le pays doit nous inspirer dans tout ce que nous faisons pour tenter vraiment de trouver des solutions dans toutes choses. Je vais revenir sur deux événements. Le premier événement, c'est l'offensive médiatique internationale qu'a subi le Mali en 2012, lors de l'offensive djihadiste. Nos militaires ont jeté les armes, nos populations étaient en panique, Bamako était en effervescence, tout simplement parce que par déficit d'informations et de relais de nos médias locaux, les médias internationaux ont pris le relais et ont laissé place à la propagande, ce qui est de bonne guerre, pour mettre la panique dans tous les pays et aller jusqu'à menacer même la survie même de l'État. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième événement que je retiens, c'est, vous savez, le voyage de Moussa Mara à Kidal, qui a été, on peut dire, plus que spectaculaire, hein, parce que c'est un homme d'État, un chef de gouvernement, en mission officielle, attaqué sur un territoire souverain, dans une administration souveraine, avec mort d'homme, et pendant 2 jours, les médias internationaux n'en ont pas parlé. Nous avons crié sur les réseaux sociaux, mais bon, comme nous, on a une toute petite voix, ils n'en ont pas parlé. Il a fallu le 3e jour, après l'attaque, après l'enlèvement des filles au Nigeria, des 107 filles, je crois, pour qu'on recommence à parler de cette histoire. Cela m'a extrêmement choqué. Mais dans tout ça, si nos médias locaux eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre cela, n'arrivent pas eux-mêmes à dépasser leurs différences, à comprendre qu'aujourd'hui, l'État, c'est eux, à comprendre qu'aujourd'hui, le peuple a besoin de leur voix pour se mettre ensemble, pour eux-mêmes prendre le contrôle en dehors de l'État, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour redresser ce pays-là, pour que l'information ne soit pas diffuse dans ce pays. Voilà ce que moi j'attends aujourd'hui de la presse. Mais j'ai beaucoup d'espoir, j'ai énormément d'espoir, parce que nous sommes sur un chantier, sur le chantier du dialogue inclusif. Et sincèrement... ce sera maintenant votre dernier mot, monsieur. Oui, ce sera le dernier mot. Et sincèrement, nous sommes agréablement surpris au sein du Front patriotique qu'aujourd'hui, qu'il y a des journalistes qui nous disent « Non, vous êtes en train de faire un travail auquel nous croyons. Et nous ne voulons pas que vous nous payiez pour ça. Nous ne voulons pas de l'argent. » Je tairai des noms. Il y a un journaliste à qui, moi personnellement, j'ai envoyé 20 000 francs parce qu'il nous couvrait tout le temps, il n'a jamais rien demandé. Il me les a renvoyés par Orange Money en me présentant ses excuses, mais en me disant c'est une cause en laquelle je crois. Donc moi je pense que jusqu'à preuve du contraire, que ces hommes de médias sont capables de se mettre ensemble et de donner le bon exemple pour qu'enfin les Maliens dépassent leurs différences et qu'on se retrouve tous autour du Mali. Merci. Voilà mon dernier mot. Merci, monsieur Doucouré. Monsieur Dao, donc votre dernier mot, mais en guise de nous dire de quoi souffre la presse locale, les médias locaux, pour pouvoir quand même relever tous les défis qui sont vraiment visibles. Vous savez, on est en démocratie. La question de presse est une question de souveraineté. Alors, je ne pense pas que ou du moins les problèmes aujourd'hui qui assaillent la presse doivent être, en tout cas, du seul ressort de ces acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un niveau très élevé au sommet de l'État, effectivement, qu'on puisse comprendre que tout ce qui est
tout ce qu'on est en train de faire, en tout cas, ne saurait réussir tant que ces aspects-là ne sont pas suffisamment pris en compte. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de problèmes dans la presse, notamment la presse privée. Nous en avions déjà évoqué. Il y a le problème de formation, c'est vrai. Ce n'est que récemment qu'il y a une école de journalisme au Mali. Alors, et même là, les conditions d'accès à cette école-là ne sont pas faciles. Donc, je pense que le problème de formation, c'est un problème majeur. Voilà. Tout à l'heure, quand vous me posez la question qui doit se charger de cette formation? Les journalistes eux-mêmes, les patrons de presse que vous êtes vous-même? Ou alors c'est l'État? Écoutez, vous attendez cette formation-là de qui? Par exemple, son financement. Écoutez, c'est pourquoi j'ai commencé par dire que c'est une question de souveraineté. Parlant de question de souveraineté par rapport à un pays, ça doit être une préoccupation au niveau le plus élevé de l'État. Effectivement, nous sommes les acteurs du métier, nous avons un rôle à jouer. Les journalistes qui sont dans ma rédaction, effectivement, relèvent de moi. Maintenant, il y a quand même une part des rôles qui me revient. Maintenant, je ne suis pas responsable, effectivement, de celui-là qui a fait telle école, mais qui sort avec un niveau qui est assez déplorable. Ça, c'est pas de mon ressort. Donc, je pense que il faut que chacun à son niveau puisse s'assumer. Aujourd'hui, il avait déjà dit, les grands frères, l'aide publique à la presse, c'est combien? C'est minable. C'est très dérisoire. Nous avons aujourd'hui près de 200 journaux. On est à plus de 400 radios. 400 poussières. Je parle sous ton contrôle. Il y a plus de 400 radios. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, attribuer 200 millions à ces différents organes pour qu'ils se les partagent. C'est pour se retrouver finalement avec des miettes. Ça n'a pas d'impact. 115 000 l'année. 115 000. Voilà. Comparativement au pays de les Mali, il faut quand même se rappeler que les Mali, malgré la crise, est la troisième économie de Lyon, aux dernières nouvelles. Je ne sais pas si je me trompe. Alors, il est incompréhensible qu'un pays comme le Niger, qu'un pays comme le Burkina puisse faire plus pour sa presse que le Mali. D'accord. Ça, c'est très déplorable. D'accord. Donc, je pense que c'est deux problèmes. De mon point de vue, ce sont des problèmes les plus importants aujourd'hui dans la presse. Et parlant de l'aide à la presse, pour terminer, vous savez, on en est là aujourd'hui parce que chaque année, les gouvernants, effectivement, s'asseyent, ils regardent un peu la situation du budget national et ils essaient d'attribuer quelque chose. Donc il faut aller vers l'indexation. Si cette question est vraiment prise au sérieux, au niveau le plus élevé de l'État, il faut aller vers l'indexation de l'aide publique à la presse. Et il faut la rendre conséquente. D'accord. À la dimension, effectivement, d'une presse professionnelle, d'une presse digne de ce nom, comme on vient de le dire, que nous voulons. Merci, monsieur Do. Merci beaucoup, monsieur Sango. Alors, de quoi souffre notre presse et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je pense que Dao est mieux placé en tant que patron de presse et puis activement dans la presse où il a dit ce qu'il faut. Maintenant, moi, je voudrais simplement revenir sur le thème pour dire mon dernier mot. D'accord. J'ai eu peut-être l'avantage ou bien l'inconvénience d'avoir été conseil en communication pour 2 ministres. La relation entre la presse et les autorités politiques ou bien les leaders politiques dépend toujours de l'approche que ce leader-là a avec la presse ou du rôle que son collaborateur peut jouer. Je vous donne un exemple. Dao peut-être a eu l'occasion de me pratiquer. Moi, j'ai rendu accessible toujours mon patron à la presse. Toujours accessible. Ça, c'est un premier point. Si tu veux être sérieux, si tu es sérieux, on te prendra franchement au sérieux. Et je disais toujours à mon patron, qu'on parle du bien de toi ou qu'on parle du mal de toi, on n'a qu'à parler de toi. Parce que ceux qui parlent bien de toi ont aussi un intérêt pour ça. Ceux qui parlent mal de toi ont un intérêt pour ça. Et ceux qui parlent réellement de toi, c'est des sérieux qui font ce genre de choses. Donc, leur approche, c'est toujours, ça dépend soit de vous, Robert, en tant que ministre, qu'est-ce que vous pensez de la presse? Vous dites, bon, moi,
Je n'ai rien à voir avec la presse, j'ai un chargé de com. Si ce chargé de com ne vous rend pas accessible à la presse, vous ne serez pas accessible à la presse. C'est clair. Ou bien vous dites, bon, quelqu'un vient, il veut être chargé de com, il n'a pas les compétences techniques, je le mets là-bas, mais moi-même je m'en charge. Il reçoit, ou bien il ne reçoit pas. C'est comme ça que les relations se basent. Maintenant, ce que je donne comme conseil à nos autorités, c'est de privilégier la presse locale en formation. J'aurais été conseiller du président de la République, je lui demanderais aussi de la même façon que la première dame prend des vivres au Qatar pour amener ça aux déshérités des trucs. Je demanderais au roi du Qatar de me payer au moins avec 200 ou 300 millions, 5 bourses ou 10 bourses pour que je donne à Dao et autres là. Je sais que si vous formez, c'est une façon d'orienter aussi l'analyse de l'information. D'accord. Merci, M. Sango. M. Mariko, un dernier mot. Pratiquement, ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Mais ce que moi, je peux dire en résumé, au finish, c'est de revaloriser, de réhabiliter encore la presse, les médias locaux, d'accorder un peu d'importance venant des leaders politiques. Parce que j'ai dit, quelqu'un qui veut se faire valoir dans ce pays aujourd'hui, il doit beaucoup se baser sur les médias locaux aujourd'hui. Et également, ce que je demande au gouvernement, surtout à ces leaders, c'est d'autoriser au moins donner la chance à, comme Sango l'a si bien dit, des formations. Nous avons besoin de formations. Et il faut obligatoirement que nous, journalistes et également hommes de radio, acceptent également de faire ce boulot parce que c'est un métier très noble. Tout le temps, ce n'est pas l'argent. Mais il y a une question d'honneur. Il y a une question de dignité. Quand je vois aujourd'hui dans ce pays que les gens peuvent accepter 500 000 ou bien 200 000 par rapport à un confrère déjà mort qu'on est en train de chercher. Il y a des confrères qui acceptent aujourd'hui. Je ne dirais pas non, mais aujourd'hui tout le monde le sait, ça se passe au Mali, à Bamako. Il y a des journalistes aujourd'hui qui distribuent de l'argent à d'autres collègues, rien que pour dire on veut soigner l'image de telle personne. Vous prenez quoi? Qui gagne dans ça? Aujourd'hui, dit ça. Ousmane, aujourd'hui, nous nous sommes connus à travers un événement tragique. Mais dès lors, on a gardé contact. Ousmane a un souci demain, c'est mon souci. Parce que nous faisons le même métier. Il est temps que les gens comprennent que seule l'union sacrée fait la force. Nous avons besoin de l'union sacrée, que ce soit la presse écrite, la presse parlée aujourd'hui. Nous avons besoin de ça au Mali pour qu'on nous respecte, qu'on parle le même langage. X a tel problème, c'est mon problème. Et moi, je termine avec ça, en te disant merci et merci également la chaîne du continent. Merci. Et pour le match de demain également, vive les aigles du Mali. Moi, je suis du Mali. Je suis malien et je suis fier d'être malien. Merci beaucoup. Vive les aigles du Mali. Merci et beaucoup. Que le Mali gagne demain. Merci. Mesdames, Messieurs, c'était votre émission politique, le débat sur le thème la communication de nos leaders politiques quand les médias locaux se plaignent avec Omar Tchefi Mariko, animateur, journaliste, directeur de la radio PIS FM, Monsieur Aliou Amadou Sango, spécialiste de la communication des institutions, expert à la veille média à la direction générale de l'APEJ, Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, Monsieur Boubou Doukouré, expert en communication et relations publiques, écrivain, analyste politique, président de l'association Front Patriotique Les Républicains, et Ousmane Dao, journaliste, directeur de publication du journal Midi Info, président du réseau des professionnels de l'information sur les questions de protection sociale au Mali et chargé de l'information de la CEP, Association des jeunes éditeurs de presse écrite. Association des éditeurs, pas des jeunes éditeurs, Association des éditeurs de presse écrite du Mali. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, monsieur, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, d'être en votre compagnie. Nous sommes dimanche, demain c'est la nouvelle semaine qui commence. Nous vous souhaitons vraiment une très très bonne semaine de travail. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.